Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce meet-up sur la préparation au concours L3 et M1 pour nous rejoindre à partir de septembre prochain. Je m'appelle Thibaut de Kermel, je suis chargé de promotion et des concours ATBS et l'idée c'est que je fasse le lien avec vous pour que vous puissiez poser vos questions à travers le chat et obtenir les réponses et tous les conseils auprès de nos deux spécialistes sur les concours. On va passer ensemble 1h15. Du coup, c'est le premier live que l'on fait, le premier d'une longue série. On va en avoir environ toutes les semaines pour vous accompagner jusqu'à la date du 11 avril, qui est la date de clôture des dossiers d'inscription pour le concours de TBS. Sans plus attendre, je vais présenter mes deux invités. Tout d'abord, on a la chance d'avoir Stéphanie Atté, consultante et spécialiste dans la préparation au concours et l'aide aux étudiants. Bon. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Stéphanie, et du coup on va aussi avoir Mathieu Moulas qui est le responsable du concours et de la promotion ATBS. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir Stéphanie, bonsoir Thibaut, un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour cette thématique de la préparation au concours. Un plaisir partagé et tous les étudiants qui assistent à ce live vont obtenir toutes les réponses dans l'objectif de réussir le mieux possible le concours pour, je l'espère, voir la majorité d'entre vous en septembre prochain sur le campus de TBS. Au cours de ce live, on va aborder tous les éléments demandés par TBS, que ce soit au niveau des écrits et des oraux, et on fera un focus particulier sur les épreuves du Tâche 2 et du Tâche Mage avec des exemples précis pour vous donner la logique et vous aider à y arriver beaucoup plus facilement. Sans plus attendre, on va commencer avec Mathieu sur les dates clés et le calendrier. Alors, en ce qui concerne les dates du concours que vous pourrez retrouver un petit peu sur tous les supports de TBS, notamment le site internet, vous allez avoir jusqu'au 11 avril pour déposer votre candidature sur le site de TBS. Donc c'est le dossier qui va être demandé. Pour le test d'anglais, vous allez pouvoir nous fournir un score jusqu'au 25 avril. On sait que de coutume, il y a des étudiants qui vont passer le TOEIC majoritairement aux alentours du 10, 11, 12 avril. Mais il faut que vous ayez votre résultat au plus tard le 25 avril. Donc soyez vigilants avec ETS par rapport à ça sur la date de vos résultats. Pour le Tâche Mage, on y reviendra tout à l'heure, mais les sessions s'arrêtent généralement mi-avril, donc vous avez, peu importe la session que vous allez faire, normalement, ça va être bon pour le concours. Il nous faudra aussi les résultats aux alentours du 25 avril, mais c'est la FNEJ qui nous donnera tout ça, j'y reviendrai un petit peu plus en détail. Donc effectivement, c'est date conseillée avant de le passer le 25 avril. On vous confirmera, alors on n'a pas encore arrêté la date, mais ce sera aux alentours du 10-11 mai, la date pour les résultats, et dès le lendemain de cette date-là, vous pourrez prendre rendez-vous pour passer vos oraux qui auront lieu du 17 mai au 3 juin avec la semaine au milieu avec le pont de l'Ascension où il n'y aura pas d'oraux, mais pour ça vous aurez toutes les dates en temps voulu et le détail de celle-ci pour vous positionner. L'idée de ce calendrier, c'est de pouvoir vous permettre de prendre vos dispositions et d'avoir un petit peu la temporalité du global du concours. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail, donc comme je vous disais, il va falloir déposer un dossier sur la plateforme TBS Apply, qui est notre plateforme de candidature. C'est la plateforme où vous allez pouvoir donner tous vos éléments constitutifs du dossier, notamment vos relevés de notes, mais également vos informations personnelles, etc. Et en parallèle de ceci, il va falloir passer le test du Tâche 2 pour le concours L3 ou du Tâche Mage pour le concours M1, qui va nous occuper une grande partie de la soirée avec Stéphanie notamment. Et également nous fournir le test d'anglais. Et ça, vous le savez, ça a été évoqué précédemment. Et ensuite, sur les oraux, 3 parties, ou 2 si vous êtes sur le concours M1. L'entretien de motivation, qui est le plus gros coefficient de tout le concours. L'entretien d'anglais et l'entretien de LV2 si vous êtes sur le concours L3. N'hésitez pas si vous avez toute une section de chat dans le GoToWebinar pour poser toutes vos questions. On y répondra en direct avec Carole qui est aux manettes sur cet aspect-là, et on prendra également quelques questions que Thibaut qui est relié à Carole pourra nous poser en direct sur des sujets un petit peu plus globaux.
Donc j'ai fait les deux en même temps sur le concours M1, L3 et M1, mais donc là vous voyez c'est la slide qui est dédiée un petit peu plus au concours M1, donc c'est la même chose, à l'exception que c'est le Taj Maj au lieu du Taj 2, et il n'y a pas d'épreuve d'LV2 sur la partie des épreuves orales, mais le dossier se fait toujours sur TBS Apply, et ce sont les mêmes éléments qui sont demandés. Pour rappel, le prix du dossier, c'est 80 € de frais de candidature, et c'est gratuit pour les étudiants boursiers. Merci beaucoup Mathieu. Donc du coup, comme ça vous a été expliqué, il va y avoir deux niveaux de sélection, les épreuves écrites et les épreuves orales. Et donc du coup, là on va rentrer un peu plus dans le détail et vous donner les clés pour la partie écrite. Donc tout ce qui va être L3 et M1 avec ces spécificités-là qui vous ont été expliquées juste avant, le dossier, le test d'anglais et le Taj 2 et le Taj Maj. Alors, en ce qui concerne le dossier de candidature, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà commencé, d'autres attendaient ce live pour débuter. Si c'est votre cas, je vous invite à vous connecter en parallèle sur TBS Apply et de suivre le processus pour au moins créer votre compte candidat. Vous pouvez commencer votre dossier aujourd'hui et y revenir ultérieurement pour déposer les différents éléments qui seront demandés. Donc vous tapez dans Google tout simplement Apply TBS et vous allez tomber sur le site de candidature qui ressemble à cette interface-là, comme vous le voyez à l'écran. Et donc sur ça, je vous invite à cliquer sur Programme Grande École et vous allez avoir les différents concours qui vont s'afficher. Donc si vous êtes en Bac+2, vous allez sur le concours L3. Si vous avez un Bac+3 ou plus, vous allez sur le concours du Master 1. Alors, la première étape avant de remplir les éléments, c'est de créer un compte candidat. Et donc, vous allez avoir cette interface qui va apparaître, s'inscrire avec les informations personnelles, un mot de passe à définir aussi pour accéder à votre compte. Donc, sur cet aspect-là, c'est la première étape. Une fois que ceci sera fait, vous allez recevoir un email de confirmation qui vous permettra de valider la création de votre compte. Et après, vous pourrez vous connecter toutes les fois que vous reviendrez sur la plateforme avec l'onglet qui se retrouve tout en haut à droite, se connecter, où vous allez remplir tout simplement votre mot de passe, votre adresse mail et votre mot de passe. Et une fois donc, que vous êtes connecté, va apparaître les différentes étapes du processus de candidature que vous allez avoir à TBS. Donc vous le voyez, elles sont nombreuses, mais ça va de la création du dossier à l'intégration à TBS. Donc ce sera sur la même plateforme que vous aurez aussi l'opportunité d'organiser votre séjour, de choisir votre date pour les oraux, etc. dans un deuxième temps. Mais ce soir, nous allons nous concentrer à la première partie. Je réalise mon dossier et je crée mon dossier. Donc là, la partie, vous voyez l'étape numéro 2 avec le petit stylo, vu qu'on est en cours de réalisation. Et donc du coup, le dossier qui est le plus gros coefficient de ces épreuves écrites, donc pour les deux concours, vous êtes sur un coefficient 6. Effectivement, Thibaut, tu fais bien de le rappeler. Donc c'est 6 le dossier, 5 le Taj 2 ou le Taj Maj et 4 en ce qui concerne le test d'anglais. Donc si on reprend un petit peu maintenant le déroulé du dossier, il va falloir renseigner vos différentes séries lors du baccalauréat et également vos années d'enseignement supérieur. Sur ces aspects-là, donc l'idée c'est de développer année par année ce que vous avez fait, donc en 2 ans ou en 3 ans pour les personnes qui sont sur le concours M1. Donc sur ça, c'est des éléments assez faciles à remplir. Ça dépend de vous et effectivement de votre parcours. Il n'y a pas forcément de piège par rapport à ça. L'idée, c'est par contre vraiment de développer les différents aspects semestre par semestre. Donc sur ça, quand vous allez remplir le relevé de notes, la petite précision, c'est notamment pour les étudiants qui auraient pris une année de césure entre leur diplomation l'année dernière et le fait de postuler cette année. Forcément, vous n'avez pas de relevé de notes, c'est pas grave. Ce qu'on vous demande, c'est les 3 derniers relevés de notes en votre possession. Donc pour les étudiants du concours L3, ce seront les relevés de notes de l'année de L2 plus du premier semestre de M1. Et pour les étudiants du concours M1, l'année de L3 plus le deuxième semestre de votre année de L2. Et pardon Mathieu, je rajouterai, si vous avez un seul et même bulletin pour une année complète, ça nous est déjà arrivé, c'est le cas pour certains étudiants, il vous suffit de mettre 2 fois le même bulletin à cet endroit-là.
effectivement, tu fais bien de préciser, Thibaut, certains d'entre vous auront des bulletins annuels. Donc vous téléchargez le bulletin annuel dans le semestre 1 et dans le semestre 2. Tu fais bien d'apporter la précision. Alors je ne sais pas si Carole, pour l'instant, il y a des premières questions qui sont arrivées. D'accord. Alors pas pour l'instant sur ce sujet-là. Donc on va continuer. N'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra au fur et à mesure du déroulé de la présentation quand on arrivera à ces sujets-là. La deuxième partie, ça va être, comme je l'ai expliqué en introduction, la partie où vous allez renseigner les éléments sur le TAJ et TAJ Maj et TAJ 2 et le test d'anglais. Concernant le TAJ 2 et le TAJ Maj, vous le savez, ou peut-être pas, donc je vais vous l'apprendre, il se fait avec un organisme qui s'appelle la FNEJ, qui est le seul habilité à délivrer ce test-là et ses résultats. Et donc sur ça, en fait, nous, on ne va pas vous demander le score directement, on va vous demander quelle date vous l'avez passé, dans quelle ville, et ensuite, avec les informations personnelles que vous avez fournies, on se rapproche de la FNEJ pour qu'ils nous communiquent votre résultat, et on va récupérer votre résultat après le 25 avril, justement, pour pouvoir vous évaluer sur cet aspect-là. Donc pas d'inquiétude, si vous n'avez pas encore passé le TAJ, vous pouvez quand même valider votre dossier en renseignant juste la date et le lieu de votre session, même si vous ne l'avez pas encore passé. C'est ce que je vous invite à faire si vous souhaitez avancer dans le dossier de candidature. D'autant plus qu'on organise des sessions ATBS qui sont exclusivement réservées aux candidats qui auront finalisé leur dossier sur Apply. Donc si vous voulez passer le TAJ avec nous, que ce soit le 23 mars sur Paris ou le 6 avril sur le campus de Toulouse, vous pourrez vous inscrire uniquement si vous avez validé votre dossier de candidature sur la plateforme TBS Apply, en plus de votre inscription à la FNEJ. C'est important de faire les deux. Donc ça, c'est la particularité du TAJ. Thibaut, je ne sais pas si tu as des éléments à rajouter sur cet aspect-là. Je rajouterai concrètement, aujourd'hui votre dossier, logiquement, il est déjà constitué, et donc pour pouvoir le finaliser, vous avez uniquement à rajouter les dates de passage de votre test d'anglais et du TAJ Maj, et vous pouvez directement passer à l'étape de la confirmation. Si vous savez déjà aujourd'hui que vous voulez candidater chez nous, vous n'avez pas forcément de raison d'attendre cette date butoir du 11 avril, parce que chaque année, on a des étudiants qui nous appellent le lendemain et qui, pour telle ou telle raison, ont manqué l'horaire ou la date. Et donc du coup, voilà, pas la peine d'avoir ce stress-là. Vous pouvez valider dès à présent. Merci Thibaut. Et on passe au dernier élément du dossier, le test d'anglais. Donc là, vous voyez affiché à l'écran les différents tests acceptés. Donc le TOEIC, Listening and Reading, le TOEFL, l'IELTS et le Cambridge. Pareil, sur ça, si vous avez une date qui est ultérieure au moment où vous voulez valider, il n'y a pas de souci. Vous avez jusqu'au 25 avril pour nous fournir le TOEIC, mais vous pouvez d'ores et déjà valider votre dossier de candidature sur TBS avant de nous fournir votre score de test d'anglais. Pas d'inquiétude derrière, peu importe le test que vous passez, il existe des systèmes de référentiel, des standards internationaux d'équivalence entre les différents tests, ce qui permettra d'évaluer tout le monde de la même manière, peu importe le test que vous avez passé. On va avoir une question justement sur le dossier, donc on va revenir là-dessus. Une question de Cindy qui, Mathieu, nous demande si on a seulement le relevé du premier semestre de la L3, l'année n'étant pas encore finie, quelle note doit-on renseigner ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, sur l'année de L3, donc je suppose que c'est pour le concours de Master 1, en fait, on ne vous demande que le premier semestre de L3. C'est sur l'année précédente, l'année de L2, que vous allez devoir mettre l'année entière. Effectivement, on demande la fin des dossiers au 11 avril. La très grande majorité d'entre vous n'auront pas le relevé de notes. Donc, ce deuxième semestre, on ne vous le demande pas. On va se baser sur les notes du premier semestre qui est terminé et sur les notes de votre année précédente. Donc, avec cet élément-là, Cindy, vous pouvez finaliser votre dossier de candidature. Merci beaucoup Cindy. On a une seconde question donc aussi sur le dossier, donc on va la prendre maintenant. C'est super de les poser à ce moment-là, comme ça vous avez toutes les réponses. C'est un message de Maxime, donc ça va être une nouvelle fois pour toi Mathieu. Oui. Si on a les deux bulletins des 2 semestres de la première année de BTS,
plus le dernier bulletin du dernier semestre de la seconde année de BTS. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est validé? Oui, en fait, on vous demande 3 bulletins de semestre. Donc, par rapport à ça, à partir du moment où vous en mettez 3, c'est bon, ça nous permet de vous évaluer sur cet aspect-là. C'est parfait, merci beaucoup. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a une nouvelle question de Tessa qui nous demande qu'elle a pas, son problème ou sa question actuellement, c'est qu'elle n'a pas encore ses notes du premier semestre de cette année. Et est-ce qu'il est possible de valider son dossier et de le rajouter plus tard? Oui, effectivement, le relevé de notes du premier semestre, on sait que certains établissements mettent du temps à le délivrer, donc vous pouvez passer cette étape-là, elle est facultative, et le rajouter plus tard. Et effectivement, je viens de lire votre question, Tessa, dans l'optique de passer la session de TAGE avec nous, vous pouvez avancer et valider votre dossier en ayant cet élément en suspens qu'il faudra nous communiquer par la suite. Dernière question, et après on va avancer. Sur le TAGE, est-ce qu'on peut utiliser son score de TAGE si on accède à la session de TBS pour les autres écoles et pour les autres candidatures? Alors c'est une très bonne question, et comme le TAGE est un test avec certaines particularités, notamment le fait de pouvoir le passer une fois par semestre, oui, bien entendu, si vous passez la session à TBS, votre score de TAGE est valable pour les autres établissements. Alors ça dépend des dates, mais si la date est valide au moment où vous passez votre test, merci Stéphanie pour la remarque, il est techniquement valable pour les autres écoles. Le fait que TBS organise des sessions, c'est juste pour vous faciliter la vie en tant que candidat à l'école. On sait que parfois les sessions de TAGE sont prises d'assaut par tout type d'étudiants qui auraient besoin d'un TAGE pour les études supérieures. Et donc par rapport à ça, le test de TBS, que vous le passiez à TBS ou ailleurs, c'est la même valeur et vous pouvez l'utiliser partout. Après, faites juste attention en fonction des deadlines des autres établissements. Assurez-vous que vous puissiez le fournir en temps et en heure. Dernière question, sur le test d'anglais cette fois-ci, est-ce que pour Maxime, qui a passé son TOEIC sur l'année 2020-2021, est-ce que c'est toujours valide ou est-ce qu'il doit le repasser? Alors sur l'année scolaire 2020-2021, oui, c'est toujours valide. Un test d'anglais a une valeur, un TOEIC de 2 ans. Donc sur ça, c'est toujours valide. Merci beaucoup Mathieu. Je vais répondre rapidement à Clémence et à Léonie. Donc Clémence qui nous demande si le concours AST2 est ouvert à tous les étudiants qui ont un bac plus 3. Effectivement, c'est ouvert à tous les candidats, c'est le même concours. Donc pas de problème, vous pouvez passer le concours AST2 chez nous. Alors petite précision, c'est tous les étudiants qui ont un diplôme bac plus 3. Donc si vous êtes dans un cursus en 5 ans, mais que vous n'avez pas de diplôme à l'issue de la 3e année, ce n'est pas possible. Par contre, les diplômes de bachelor, les titres RNCP, les diplômes de licence, tout ceci est accepté pour pouvoir postuler au concours de TBS. Très bien, on va avancer du coup avec Stéphanie sur le TAGE 2. Alors, bonsoir une nouvelle fois. Donc le TAGE 2, le test d'aptitude à la gestion. Donc vous aurez un QCM de 70 questions réparties en 6 épreuves qui n'auront pas une durée, un nombre de questions équivalent. Il y a des sous-tests de 10 questions et d'autres sous-tests de 15 questions. Vous aurez 4 propositions de réponse. Une seule sera correcte. Si vous répondez juste, donc, ça sera 3 points. Si vous répondez faux, -1. Et si vous ne répondez pas, 0. Donc ce sous-test se déroulera en 1h55 minutes. On va retrouver 3 dimensions, donc les aptitudes verbales, donc tout ce qui est lexiphrase, plutôt vocabulaire ramené à la phrase. Le paratexte, donc là plutôt le sens d'un paragraphe ou d'un texte un petit peu plus conséquent. Donc tout ça c'est fait pour évaluer vos compétences et vos connaissances, surtout en français, donc en vocabulaire, en orthographe et en syntaxe.
2 sous-tests dédiés, donc plutôt résolution de problèmes mathématiques. Donc 2 sous-tests de calcul, où là, ça sera des petits problèmes de mathématiques classiques avec des vitesses, des pourcentages, un petit peu de géométrie, des identités remarquables. Bon, on y reviendra, mais un petit peu tout le programme de mathématiques jusqu'à la seconde à peu près. Et 2 sous-tests donc de raisonnement logique. Sur le tâche 2, pardon, on est vraiment sur de la logique classique. Donc 3 types d'exercices, des séries de chiffres croisés, des séries de lettres croisées et de la logique spatiale. Un très beau programme. Tout à fait. Alors, votre score, donc, vous pourrez avoir de moins 70, ce que je ne vous souhaite pas, ce qui voudrait dire que vous avez tout faux, à 210 maximum. Alors, je crois que derrière, vous avez sur la prochaine slide un tableau, voilà, puisque votre score sera sur 210. Donc, en fait, les points sur le tâche 2, il n'y a pas de difficulté au niveau du score. Donc, les points sont répartis par dimension de sous-test. Donc, premier, le langage, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous aurez un score sur 90. Le calcul, 2 sous-tests de 10 questions. Donc, vous aurez un score maximum égal à 60. Et la logique, là aussi, 2 sous-tests de 10 questions. Donc, un score sur 60 points, ce qui nous fait au total un score de 210 maximum. Concernant le tâche-mage, donc on a un an de plus. Normalement, le tâche-mage, c'est test d'aptitude à la gestion et au management. On va retrouver à peu près les mêmes dimensions, sauf que là, vous aurez un sous-test beaucoup plus régulier, plus rapide aussi, parce que plus de questions, 90 questions, 2 heures, et donc 6 sous-tests de 15 questions en 20 minutes. On va retrouver 3 domaines. Alors, la résolution de problèmes. Alors, donc toujours un sous-test de calcul et un autre sous-test spécifique du tâche-mage, donc les conditions minimales qui reprendront des petits problèmes mathématiques, mais là, on ne vous demandera pas de trouver la solution, mais uniquement de quels éléments vous avez besoin si on vous demandait un jour de répondre à ce problème, de le résoudre. Un autre sous-test, donc plutôt à dominante français, les aptitudes verbales avec la compréhension. Donc là, 3 textes en principe, c'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, on a 3 petits textes, 5 questions par texte. Et un autre sous-test qui arrive plus tard, donc l'expression avec nos problèmes de synonymie, de vocabulaire, de correction grammaticale, orthographique. Et après, on va retrouver donc 2 sous-tests de logique. Le premier sous-test, ça sera le raisonnement. Donc raisonnement plutôt par induction, avec trouver de la cohérence ou rapporter ce qu'a voulu dire un auteur. Et après un sous-test de logique avec là aussi nos séries de lettres croisées, nos séries de chiffres croisés et notre logique spatiale. Donc là aussi on est sur un QCM avec un petit peu plus de difficulté que le tâche 2, puisque vous aurez 5 propositions de réponse. Si vous répondez juste, ça sera 4 points. Si vous répondez faux, ça sera moins 1. Et si vous ne répondez pas, ça sera toujours 0. Donc, vous pourrez avoir un score entre moins 150 et 600. Alors, petite particularité, on va voir si vous vous posez la question, c'est la première difficulté, comprendre comment on calcule le score du tâche-mage. Donc, on vous a mis également le tableau. En fait, il faut faire une moyenne par sous-épreuve. Donc, une moyenne pour les épreuves résolution de problèmes. Ramenez votre note sur un score de 60. Pareil pour les aptitudes verbales. On ramène ça sur 60. Idem pour le sous-test de raisonnement. Et donc, à la fin, on multiplie cette moyenne par 10 et ça vous fait un score sur 600. Alors, juste une petite précision. Vas-y, Stéphane. Sur vos concours, vous aurez une note en décimale pour le tâche-mage. Alors, TBS de mémoire, vous prenez l'amplitude moins 150, 600. Il y a des écoles où vous n'aurez pas en décimale le même score parce qu'ils ne tiennent pas compte du moins 150 à 0. Hein, ils ne décalent pas.
Donc votre note en décimale d'une école à l'autre, d'un concours à l'autre, elle peut changer, mais ça ne change rien à votre score au Taj-Maj. Alors, que ce soit pour le Taj-Maj ou pour le Taj 2, là on vous montre une grille de résolution de réponse de ces sous-tests. Alors il faut être assez vigilant, on en reparlera tout à l'heure dans les conseils pour bien se préparer à l'épreuve. Puisque vous serez corrigé donc par un ordinateur, donc il faudra remplir une grille à lecture optique. Alors vous aurez à peu près une demi-heure avant l'épreuve, avant de commencer l'épreuve, pour bien lire les consignes et bien vous mettre en condition. Mais effectivement, il faudra griser la case que vous choisissez pour la réponse en entier, ne pas mettre de croix, ne pas déborder. Et avec le stylo qu'on vous remettra ce jour-là, puisqu'on va le voir aussi, et c'est écrit à côté d'ailleurs. Donc le jour du Taj-Maj, ne vous encombrez pas, puisque vous n'avez droit à rien, si ce n'est à votre tête. Donc on vous donnera cette grille de lecture optique, le sous-test. Il n'y a pas de brouillon, donc vous pouvez poser vos calculs sur le sujet, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas sortir de la salle. On vous remettra le stylo qui servira à répondre. On le reverra tout à l'heure aussi. Il y a un décompte sur les 20 minutes. Pareil pour le Taj 2. Un décompte donc pour les sous-tests de 20 minutes, un décompte à 10 minutes, 5 minutes et 2 minutes. Donc vous n'avez pas droit non plus à une montre, même mécanique. Il y aura une horloge en plus installée dans la salle. Donc tout ça, on va le voir à la fin. Il faut se préparer au niveau mental parce que c'est un petit peu déstabilisant également aussi. Stéphanie, on va avoir une question de Maxime sur le Taj 2 justement, qui nous demande s'il commence à réviser le Taj 2 aujourd'hui, est-ce qu'il a des chances de réussir et d'avoir un bon score et un bon résultat au concours? Alors, le Taj 2, c'est un petit peu moins difficile que le Taj-Maj. Donc, Maxime, on est encore dans les délais. Tout dépend quand est-ce que vous le passez. Si vous le passez demain, ça va être un petit peu juste. Mais si c'est le 6 avril, ça vous laisse encore un petit peu de temps. On verra sur les modalités de révision. Mais effectivement, donc, il vous reste un petit peu plus un mois et demi. Oui, il va falloir s'y mettre sérieusement. En gros, oui, ça vous fait 3 périodes de 15 jours. C'est encore jouable en travaillant régulièrement. On a une autre question d'Eliott qui nous demande si on a le droit à des brouillons pour le Taj-Maj. Non, vous n'aurez pas de brouillon. En fait, on va vous remettre un livret qui va correspondre aux questions. Donc, un livret de 6 sous-tests. Pareil pour le Taj 2. Vous ne pouvez pas prendre d'avance, donc quand le surveillant dira test 1, mais tout le monde est sur le test 1, et vous écrivez sur le sujet. Du coup, on va passer aux épreuves orales. Vous avez passé les écrits, et maintenant c'est le moment des oraux, donc l'entretien de motivation et les entretiens de langue vivante. Alors, je vais passer rapidement sur cet aspect-là parce que pour les gens qui seront admissibles, on refera un live au mois de mai pour vous expliquer un petit peu tout plus en détail ce qu'il en est et surtout pour avoir du temps pour pouvoir faire les exemples de chacun des sous-tests. Rapidement, l'entretien de motivation à TBS, c'est un entretien relativement classique dans sa forme. On attend du candidat qu'il nous montre sa motivation, son projet, qu'il mette en valeur ses différentes expériences pour pouvoir justifier le fait que son projet va le conduire, il va pouvoir réaliser son projet en passant par TBS. Donc sur cet aspect-là, quand vous êtes sur un concours ST, normalement vous avez connu des entretiens de stage, etc. Ça va se rapprocher un petit peu d'un entretien d'embauche. Mais on aura l'occasion, comme je vous l'ai dit, d'y revenir dans la temporalité au printemps pour ceux qui auront le plaisir et la joie d'être admissibles au concours. En ce qui concerne l'épreuve d'anglais et l'épreuve de LV2 pour ceux qui sont sur le concours L3, l'idée c'est de pouvoir évaluer votre capacité à vous exprimer dans la langue en question et de pouvoir tenir un échange avec un jury. Il n'y a pas forcément de spécificité à proprement parler, mais c'est pareil, c'est une épreuve qu'on aura le temps de redévelopper. Mais je ne vais pas
prendre la parole plus longtemps et on va passer, je vais rendre la parole à Thibaut et Stéphanie pour pouvoir faire au moins un exemple de chacun des tests sur le TAJ et le TAJ 2 et TAJ Maj, vu que ce sont les questions qui reviennent principalement ce soir. Et justement, merci Mathieu. Pour faire une transition, on a de nombreuses questions. Ça va être pour toi Mathieu, donc je vais te repasser la balle. Est-ce qu'il y a besoin d'un score minimum pour tout ce qui est TAJ Maj, TAJ 2 et TOEIC? Alors la fameuse question qui revient extrêmement souvent, vous faites bien de la poser. Alors j'ai pas vu qui l'avait posée. Il n'y a pas de score minimum requis pour le TAJ 2 ou le test d'anglais. Votre score sera converti en notes pour pouvoir avoir un élément sur 20 pour vous classer, étant donné qu'on est dans un concours, mais il n'y a pas de minimum requis. Sur ça, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure note possible. L'avantage du concours et du format avec 3 éléments, c'est que vous pouvez compenser potentiellement une mauvaise note dans un des domaines, que ce soit l'anglais ou le TAJ 2 ou le TAJ Maj, mais il n'y a pas de minimum requis. Des étudiants avec un pas trop bon niveau en anglais, aux alentours de 650-700 au TOEIC, je parle pour le concours M1, qui peuvent bien performer au TAJ avec des scores aux alentours au-dessus de 260, 270, aux alentours de 300. Ça permet largement de compenser cette mauvaise note en anglais. Donc pas d'autocensure sur vos scores. Postulez et c'est le concours qui décidera. Mais si vous ne postulez pas, vous n'aurez jamais la réponse pour savoir si vous auriez été admissible ou non. Et ensuite, dans tous les cas, les oraux font bouger le classement. Le plus gros coefficient de tout le concours, c'est l'entretien de motivation. Les coefficients globaux, si on additionne l'écrit plus l'oral, c'est 30. L'entretien de motivation, c'est 9 ou 10, suivant si vous êtes sur le concours L3 ou M1. Donc c'est un tiers de la note. Et c'est ça qui va vraiment définir votre admission finale à TBS. Donc si vous voulez vraiment rejoindre TBS, présenter le concours, peu importe vos notes de TAJ et de TOEIC, c'est les oraux derrière qui feront la différence. Merci beaucoup Mathieu. Et donc du coup, on va passer au cas pratique et aux exemples justement pour vous apporter toutes les clés et les conseils et vous montrer comment réussir avec une bonne méthode et un bon entraînement le TAJ 2 et le TAJ Maj. Et on commence sur le TAJ 2. Alors, avant de commencer les exemples, si tu me permets, je voudrais revenir sur des points importants qui ont été un petit peu soulevés. Donc, effectivement, vous êtes dans une logique de concours, hein, donc il n'y a pas cette notion de note minimum ou de moyenne qu'il faudra avoir. Le TAJ 2 et le TAJ Maj, ce sont des sous-tests, alors plus pour le TAJ Maj, hein, c'est un petit peu plus difficile, qui sont là pour vous tester, comme je vous disais tout à l'heure, sur un niveau de connaissance, mais qui ont une forme particulière qui peut être très déstabilisante. Donc pour votre préparation, et je reviendrai à la question qui a été posée tout à l'heure, ne vous lancez pas corps et âme dans des sous-tests d'entrée de jeu, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas préparé sur le fond. Donc avant d'attaquer des sous-tests de TAJ 2 ou de TAJ Maj, on se remet à niveau en mathématiques, par exemple, en orthographe. Alors, plus on se rapproche du concours, plus ceux qui ont des lacunes en orthographe, ça va être difficile de rattraper, et en vocabulaire. Donc, on essaie de lire. On ressort un ami que vous êtes des générations à avoir un petit peu oublié, qui s'appelle un dictionnaire. C'est toujours mieux de chercher sur un dictionnaire papier pour préparer le TAJ 2 ou le TAJ Maj que de chercher du vocabulaire sur son téléphone portable. Donc, il va falloir se préparer sur le fond. Donc là, si on dit qu'il nous reste à peu près 45 jours, ceux qui n'ont pas commencé les révisions, une bonne quinzaine de jours pour vous remettre à niveau, vous pouvez regarder des problèmes de maths, par exemple, de TAJ 2 ou de TAJ Maj. Moi, ce que je vous conseillerais au début, c'est de ne pas les traiter à la manière TAJ Maj avec les réponses, mais de calculer normalement, comme si on vous demandait de résoudre le problème et de repérer surtout vos lacunes, de les retravailler pour, d'une fois sur l'autre, augmenter vos connaissances. Donc on y reviendra, se préparer sur le fond.
Et ensuite, plus vous allez évoluer dans vos révisions, vous allez passer à des créneaux sur lesquels, par exemple, vous allez faire 1 heure de sous-test mathématique. Donc ça, c'est très bien. Il faut faire ça pendant un petit moment aussi dans vos révisions. Et puis après, il va falloir préparer votre esprit et votre cerveau à travailler pendant 2 heures en enchaînant les dimensions qui vont être différentes, puisque notre cerveau ne réagira pas pareil avec un sous-test de français ou avec un sous-test de mathématiques. Juste, Donc ça, Stéphanie, si tu me permets, pour les mathématiques, quand on échange d'habitude, tu dis qu'il faut connaître ces tables de multiplication jusqu'à 13. Ah oui, par cœur, oui, même plus vos identités remarquables, vos cubes, vos racines carrées. Donc plus vous allez connaître de choses, et c'est valable aussi pour l'alphabet. Hein. Donc l'alphabet, bien connaître le rang des lettres de A jusqu'à Z, mais aussi de Z jusqu'à A, ça vous servira pour la logique. Donc plus vous saurez calculer vite, plus vous serez sûr de vos calculs, plus vous mettez des chances de votre côté pour avoir les réponses justes. D'ailleurs, il faudra, dans votre stratégie de gestion du sous-test, il faut absolument que vous vous connaissiez bien, que vous connaissiez les questions où vous êtes quasiment sûr d'avoir les 3 points pour le tâche 2 ou les 4 points pour le tâche mage. Ces questions, il va falloir les repérer, les identifier. Il ne s'agit pas, ce que je vous déconseille fortement, c'est d'attaquer un tâche 2 ou un tâche mage en faisant les questions, en répondant aux questions de façon chronologique. Là, vous avez toutes les chances de marquer peu de points et de ne pas avoir le score attendu. Donc, très important, repérer ces questions où vous êtes sûr, quasiment sûr d'avoir la bonne réponse. Les tests de tâches ne sont pas des tests où on répond au hasard. Il va falloir aussi gérer le temps. Donc au début, prenez le temps qu'il vous faut pour répondre aux sous-tests, aux questions. Et puis après, il faudra vous habituer. Si vous faites 1 heure de calcul, il faudra faire 3 sous-tests de 20 minutes. Donc il faut vraiment cet entraînement et ces compétences sur le fond. Donc bien repérer les questions et surtout aussi se retenir le jour de l'épreuve. S'il y a une question, par exemple, sur les sous-tests de compréhension, la question du titre, si vous avez faux chaque fois, vous avez de fortes chances d'avoir faux le jour du test. Donc, peut-être se retenir pour éviter le moins homme. Alors, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, il va falloir aller chercher les points et de l'autre côté, il va falloir se freiner aussi pour limiter la casse et avoir le moins de réponses fausses. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Ce qui signifie aussi que, alors c'est difficile à dire, mais il va falloir avoir une bonne hygiène de vie, la meilleure possible, jusqu'au jour du tâche, puisque bon, c'est bien d'être préparé sur le fond et sur la forme, mais il faut arriver aussi en forme, pas arriver complètement épuisé. C'est pour ça que peut-être 2 jours avant, arrêter de travailler. Bon, là, on est tous différents par rapport à ça. Arrêtez de travailler un petit peu, surtout si vous avez un sentiment d'épuisement pendant vos révisions. Ben, vous vous dites pendant 2 jours, je mets le tâche de côté et je fais autre chose, je vais m'aérer l'esprit. C'est très important d'arriver en forme. Donc on peut peut-être attaquer un petit peu les sous-tests. Voilà. Tâche 2 d'abord et tâche mage ensuite. Tout à fait. Donc un premier exemple, le lexiphrase, si je ne me trompe pas. Alors la dimension là plutôt vocabulaire. Donc là, plus vous connaîtrez de mots, plus vous connaîtrez d'expressions, mieux ça sera. Alors c'est vrai qu'en 1 mois et demi avant le concours, c'est assez difficile. Donc là, vous avez un exemple. Ces exemples, ils sont tirés donc de la FNEJ. Ce sont des exemples officiels donc fournis par l'organisme qui édite tous les ans le tâche 2 et le tâche mage. Alors, il y a peu de chances que vous retombiez sur cette locution. Pour vous entraîner là aussi, moi ce que je vous propose, donc plus vous allez lire, il y a pas mal de petits fascicules qui sont édités par les journaux ou autres, on retrouve pas mal d'idiomes ou de locutions. Vous avez aussi des dictionnaires, vous pouvez en trouver évidemment sur Internet. Mais sinon, vous avez, alors
on peut y accéder sur Internet, hein, des petits podcasts. Je ne me rappelle plus du nom de l'intervenante, mais ça s'appelle Un bonbon sous la langue. Et donc, une fois par semaine, elle traite d'un point d'orthographe assez particulier ou justement d'une expression que souvent on n'emploie pas à bon escient, comme celle-ci, faire long feu. Donc, la réponse est la C, puisque on est plutôt sur un synonyme d'échouer. Alors, c'est assez aussi frustrant au niveau des aptitudes verbales et encore plus sur la compréhension, pour le tâche-mage, puisqu'en fait, vous n'aurez pas la réponse exacte comme un sous-test de calcul, mais on va vous demander de trouver la réponse qui tend le plus vers. Donc, on a toujours un sentiment un petit peu de frustration et de ne pas être complètement d'accord avec la réponse. C'est comme ça. Hein. Donc, quand on n'est pas sur des sous-tests cartésiens, on va vers la réponse qui tend le plus vers ce qu'on nous demande. Donc, avec une petite frustration assez souvent. Effectivement, Stéphanie, merci de rajouter ce détail-là, parce qu'on a passé beaucoup de temps avec l'équipe à se poser la question sur cet exemple-là, de trouver la bonne réponse, et personne n'était d'accord. Alors, personne n'était d'accord, et je rajouterai, ça aussi c'est une particularité du tâche 2 et du tâche mage. Sur 4 propositions de réponse, en principe, il faut que vous arriviez à en éliminer 2 assez rapidement pour hésiter entre les 2 autres. Hein. Donc ça, c'est le but aussi, de pouvoir éliminer alors 2 ou 3 pour le tâche mage, puisque vous avez 5 propositions de réponse, mais sur le tâche 2, en principe, il y en a 2 qu'on arrive à éliminer assez rapidement. Quoi qu'il en soit, on ne perd pas 2 minutes à répondre. Hein. Si ça vient pas, si on n'arrive pas à éliminer 2 propositions assez facilement, on passe à la question suivante. Du coup, voilà, excuse-moi Mathieu, un petit exemple sur le calcul maintenant. Alors, exemple sur le calcul. Donc, sur le tâche 2, comme on a vu, vous avez 2 sous-tests de 10 questions de calcul en 30 minutes. Donc, sur le tâche 2, on a du temps quand même, hein. Même si vous voulez calculer, ça ne sera pas exactement pareil avec le tâche mage, puisque là, on a 1 minute 20 à peu près par question. Sur le tâche 2, vous avez quand même du temps, même si vous deviez calculer. Alors, au niveau des mathématiques, là aussi, vous ne retomberez pas sur cette question. Mais ce qui est très important, et ce que souvent vous avez tendance à zapper un petit peu, c'est de bien lire la consigne. En mathématiques, souvent, la consigne vous amène beaucoup d'éléments de réponse. Donc, il faut tout décortiquer. Alors, peut-être qu'on va vous laisser un petit peu de temps pour lire justement cette consigne. Donc, bien connaître ces fractions. Ça aussi, il faut les réviser. Tu peux rappeler à quel programme d'année scolaire ça correspond? Ah là, les fractions, ça commence très tôt. J'ai plus les programmes, mais là, c'est des petits problèmes. Alors, je maîtrise plus les programmes, mais ma génération faisait ça avant la 6e. Hein. Je crois que je dirais SEM. Hein. C'est juste, je dis ça sur le ton de la boutade. Ah, ça arrive très tôt. Ouais. C'est primordial de se replonger dans les basiques et les fondamentaux des mathématiques, oui. Comme tu le disais. Ouais. C'est quelque chose que vous avez peut-être oublié, parce qu'on a tous tendance à sortir notre téléphone souvent et à faire le calcul sur le téléphone. Mais revenir à ces basiques-là, c'est très utile pour le tâche mage. Donc pendant 1 mois et demi, sortez plus vos téléphones pour faire des calculs simples. Voilà. Posez-les. Alors là où vous bloquez souvent, puisqu'on prend des petites particularités, hein, bon, sans parler des identités remarquables de Thalès, de Pythagore, des formules de géométrie. Là où vous bloquez, c'est souvent sur les divisions euclidiennes. Hein. Poser une division, c'est assez difficile avec le reste, si la division, le résultat est décimal. Et ça y est, j'ai un trou. Je voulais penser à autre chose. Donc, les divisions euclidiennes, les pourcentages, les nombres complexes aussi. Hein, bien revoir ces nombres complexes. Donc, transposer des heures en minutes, en secondes. Ça, c'est très, très important aussi.
Alors, en l'occurrence, sur ce petit problème, on avait normalement, ça vous pouvez le résoudre très rapidement, même si là, on est sur du tâche 2 et vous avez du temps. Mais ce qu'il fallait voir dans l'énoncé, effectivement, c'est que un cinquième, c'est la moitié. Un dixième, c'est la moitié d'un cinquième. Donc, comme vous savez qu'un cinquième, c'était 40 litres, ben, la moitié, ça fait 20 litres. Donc, vous voyez là où au départ, ça peut être un programme, une question difficile et longue au niveau des calculs. En fait, on peut la résoudre très simplement et très facilement. Là aussi, il faut que vous appreniez à bien vous connaître au niveau de vos connaissances et de votre façon de répondre, puisqu'il y a des questions où vous allez devoir calculer, et puis il y a d'autres questions, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez repérer des questions où en fait vous allez pouvoir partir des réponses. N'oubliez pas quand même qu'on vous demande de résoudre des problèmes, mais que la réponse, vous l'avez sous les yeux. Là, c'est pas comme si on vous disait de résoudre le problème sans élément de réponse. La réponse, elle y est. Donc, dans votre stratégie de réponse, identifiez aussi les questions pour lesquelles il faut partir de l'énoncé et calculer. Et identifiez aussi les questions pour lesquelles vous pouvez partir des réponses. Et toujours, je répète, normalement, il y a 2 propositions de réponse que vous pouvez éliminer assez facilement, assez rapidement. Alors, au niveau de la logique spatiale, pardon, la logique. Alors là, on est sur des séries de chiffres. Donc, vous aurez pour le tâche 2, 2 tests, 2 sous-tests de 10 questions avec donc des séries de chiffres ou séries de lettres croisées et logique spatiale, donc avec des lettres disposées dans l'espace, ou ça peut être aussi des formes géométriques qui vont se suivre. Il faut trouver la forme géométrique qui arrive ensuite. Premier sous-test, 15 minutes. Second sous-test, 10 minutes. Alors là, typiquement, donc, la série de chiffres croisés, c'est très vicieux. Il peut y avoir plein de méthodes de répondre. Là, il n'y a pas de secret. Plus vous en ferez, plus vous arriverez à trouver le système qui fait que vous trouverez une réponse qui vous paraît correcte. Donc, en l'occurrence ici, il fallait répondre en se souvenant de ces multiples de 3, puisqu'on voit donc sur la série verticale que 9, 18, 15 et 24 sont des multiples de 3. Et sur la série horizontale, je suis sur le bon exercice, on est sur des multiples de 7. Donc là aussi, j'en reviens, vous voyez, très important aussi dans vos révisions, les critères d'éligibilité et de divisibilité des chiffres. Donc bien connaître ces tables de multiplication et bien connaître donc par exemple que pour les règles de divisibilité par 3, il faut que la somme des chiffres du nombre soit également divisible par 3. Donc bien connaître ces critères. Donc là, si on veut un nombre qui soit et multiple de 3 et multiple de 7, on n'avait pas le choix. Il n'y a que 21, la réponse B. Bon, j'espère que vous suivez à la maison et que ces exemples vous incitent à creuser les annales et à y arriver et qui ne vous font pas fuir par rapport à cet aspect-là. Thibaut ? Du coup, on vous a donné quelques exemples du tâche 2 et on va passer sur le tâche mage, donc pour les étudiants AST2 qui souhaitent nous rejoindre en Master 1. Alors, je dirais, par rapport aux révisions, si vous avez aussi des livres de tâche 2 parce que vous l'avez passé l'année dernière, vous pouvez vous servir de ces livres pour réviser aussi vos connaissances et réviser le tâche mage, sachant que le tâche mage, effectivement, ça va être plus difficile et sur la notion de temps, pas forcément sur le fond des questions, mais plus difficile donc sur la gestion du temps puisque vous en aurez moins.
est plus difficile pour votre esprit puisqu'on va vous mettre un petit peu plus de doute en vous proposant ces 5 propositions de réponse. Donc si vous arrivez à en éliminer 2, c'est très bien, 3 c'est très bien, mais ça sera plutôt 2, 3. Donc vous aurez toujours un gros doute entre 2 propositions, voire 3 propositions de réponse. Là aussi, hein, vraiment, si vous hésitez entre 3 propositions de réponse, vous changez de question. Alors, donc on n'a pas mis d'exemple pour la compréhension-expression puisque la compréhension, c'est le premier sous-test du Taj-Maj. Vous comprenez bien que c'est difficile sur un écran de vous mettre 3 textes et que vous ayez le temps de les lire. Là aussi, hein, pour le premier sous-test, donc la plupart du temps, c'est 3 textes. Il faut que vous vous entraîniez. Il y en a qui travailleront que 2 textes et qui lâcheront toujours le 3e. Et puis, il y en a d'autres qui arriveront à lire les 3 textes et qui répondront à toutes les questions. Donc là aussi, bien se connaître, bien connaître sa capacité de lecture. Beaucoup s'entraîner en lisant. À partir d'aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est de lire des journaux, mais style Le Monde ou autre, des articles, mais de lire en format papier, de mettre de côté les tablettes et de ressortir votre dictionnaire. Donc dès que je ne comprends pas un mot, je cherche dans le dictionnaire et j'en profite. Pourquoi le dictionnaire? Parce que quand vous allez chercher un mot, vous allez ouvrir sur 2 pages. Je vous incite à aller regarder les autres mots qui figurent sur ces 2 pages. Donc beaucoup de lecture pour le premier sous-test du Taj-Maj, donc la compréhension. Second sous-test. Une question? Non, le calcul. Donc, second sous-test du Taj-Maj, le calcul. Alors là, un exemple typique du Taj-Maj qui peut être aussi se retrouver dans le Taj 2, c'est les vitesses. Donc, on revoit bien ces vitesses et la plupart du temps, pour les exercices de vitesse, ça va être donc sous cette forme-là. Vous allez avoir 2 personnes, des coureurs, des cyclistes qui ne vont pas à la même vitesse et qui ne partent pas au même moment. Donc, à quel moment ils vont se retrouver? Donc là, on est quand même sur une question assez difficile, plus difficile que celle qu'on a vue précédemment sur les tonneaux là, avec les fractions. 2 façons de répondre à cette question, soit une façon purement mathématique en posant un système d'équations donc avec les 2 cyclistes. On peut aussi résoudre ce problème donc sans le poser de façon mathématique. Alors il reste un petit calcul quand même, mais en calculant, en fonction du temps qu'ils ont couru, combien de kilomètres ils ont parcouru. Et donc là, vous arriverez à voir à quel moment, à quelle vitesse B a roulé en kilomètres. Donc faire attention aussi aux consignes, à ce qu'on vous demande. Et en l'occurrence, ici, c'est la réponse C. Tout à fait. Alors, là, vous avez moins d'énoncés, donc ça peut paraître un petit peu plus compliqué, mais en lisant donc l'énoncé, on voit assez rapidement. Donc, 2 entiers naturels positifs. Là aussi, il faut se rappeler ce que sont les nombres entiers naturels positifs. Je vous renvoie, ça je pense qu'on le fait en 6e. Après, on oublie un peu. Hein. Donc, M et P. La somme, donc, c'est l'addition. Le produit, c'est la multiplication. Et on vous demande, donc, on vous donne 2 informations. Et donc, on vous demande de calculer la valeur de M au carré plus P au carré. Donc, 35, vous n'avez pas trop le choix pour le décomposer. 5 et 7. Voilà. Donc, 7 fois 5, 35. Ça tombe bien puisque 7 plus 5, ça nous fait 12 aussi. Et donc au carré, on a 49 plus 25, ce qui nous fait 74. J'avais trouvé. Donc ça, vous voyez, la première question, elle va vous demander peut-être plus de temps. Peut-être que vous allez passer 3-4 minutes sur la première question. Tandis que là, une question comme ça, il faut la faire en très très peu de temps. Hein. Donc, avec de l'entraînement, on n'est même pas à 30 secondes.
Alors, les conditions minimales. Donc, c'est le sous-test 4. Les conditions minimales, on va repartir sur une logique de calcul, donc avec un petit problème, mais on ne va pas vous demander de le résoudre, ce problème. On va vous donner deux conditions, la condition A et la condition B, et on va vous demander, si vous deviez résoudre ce problème, de quels éléments avez-vous besoin? Est-ce que c'est la condition A? Est-ce que c'est la condition B? Est-ce que c'est l'une ou l'autre? Est-ce que c'est les deux ensemble? Ou est-ce que c'est aucune des deux? Donc faites attention, là, il faut vous approprier aussi les éléments de réponse et surtout ne pas tomber dans le piège qui vous ferait perdre beaucoup de temps, le piège de calculer et de vouloir résoudre le problème. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc c'est un sous-test qui peut paraître difficile au départ, mais avec de l'entraînement, vous verrez, moi je trouve que c'est un des sous-tests les plus intéressants et les plus ludiques du Taj-Maj. Même si au début, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, quelle consigne on vous donne? Là, un nombre entier, A, est inférieur à 60. Quelle est sa valeur? Alors, si je devais résoudre ce problème, est-ce que j'ai besoin de savoir que c'est un cube? Est-ce que j'ai besoin de savoir que c'est un multiple de 3? Donc, en l'occurrence, ici, on est sur la réponse A, puisque, donc, non, c'est la réponse. On a sauté une question, Stéphanie. Ah oui, voilà, parce que c'est ce que je me disais là. Alors, avec le stress et d'être à la télé, en même temps, filmer, de suivre deux choses à la fois, ça me perturbait un petit peu. Alors, on a avancé, on a sauté une question pour rester dans le timing, donc on est passé directement on est là, voilà, parce que je me disais, c'est pas possible. Donc, pas de souci, tout va bien. Voilà, ils me font des pièges un petit peu en plus. Hein. Donc, effectivement, là, c'est la C. Alors, c'est bien qu'ils aient choisi cet exemple, puisqu'il faut être très vigilant, en fait. Là où souvent vous commettez des erreurs, c'est qu'on peut être amené à confondre la réponse C avec la réponse E. Donc la réponse C, c'est vraiment les deux ensemble, les deux propositions qui vont me permettre de résoudre le problème. La réponse E, ça veut dire que même ces deux informations ne me permettront pas de résoudre le problème. Donc souvent, vous vous trompez entre le C et le E. Donc là aussi, hein, bien travailler ces propositions de réponse. Et donc là, on va passer sur la logique. Alors la logique un petit peu plus difficile aussi que le tâche 2. Alors, vous pouvez retrouver ce style d'exemple dans le tâche 2 également. Hein. Tout à l'heure, sur le tâche 2, on a fait un exemple de série croisée de chiffres. Là, vous avez une série croisée de lettres. Donc, très important de bien connaître son alphabet. Là aussi, c'est un petit peu plus difficile. On l'apprend, on l'oublie. Alors, on le sait à peu près, mais il faut être très rapide. Hein. Vous avez bien compris qu'on est sur un test aussi de rapidité. Ne pas douter. Là aussi, pour la logique de lettres, en faire beaucoup, 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 c'est le maître mot. Vous ne pouvez pas apprendre toutes les modalités de réponse. Il faut en faire, il faut s'exercer vraiment beaucoup. Alors, chacun fera là un petit peu à sa manière, mais si on prend la colonne verticale, on a K, L, N, O. Donc, on pourrait déduire que notre réponse doit commencer par M. Et sur la ligne horizontale, alors ZU, on ne voit pas de lien comme ça rapidement, mais cet exemple n'est pas trop difficile. On a D, E, une lettre GH. Donc, la réponse ici commencera par un M et se poursuivra par un F. Alors, pourquoi je m'arrête là? J'ai trouvé M et F, je m'arrête. N'allez pas non plus pour gagner du temps, ça c'est très important aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas spontanément, mais dès que vous avez trouvé une réponse qui vous convient, c'est pas la peine d'aller vérifier si la troisième lettre, elle colle aussi.
MF, ça me va. Je n'ai qu'une proposition de réponse avec MF. Je m'arrête. Et je gagne du temps pour la question suivante. Très, très important, j'y reviens sur la gestion du temps. Donc, dès que vous avez trouvé une réponse dont vous êtes sûr, pas la peine de vérifier si la troisième lettre correspond aussi. Si on avait eu une autre proposition avec MF et une autre lettre, on allait jusqu'à la troisième lettre. Mais là, en l'occurrence, au bout de 2 lettres, on sait que c'est la bonne réponse. On s'arrête et on passe à la question suivante. On essaie vraiment, surtout sur le tâche 2, hein, le tâche 2, c'est un petit peu plus, on vous laisse plus de temps, mais sur le tâche mage, il faut vraiment grappiller des secondes qui vous seront nécessaires. Une série croisée de chiffres, on a des questions peut-être rapidement. On va peut-être passer. Ah, moi, tu l'as affiché, on va la faire rapidement. Ok, je t'en prie. Donc là, il faut faire la somme en fait de tout. Alors vous partez sur la ligne horizontale. Il faut faire la somme des chiffres de chaque nombre. On voit donc que cette somme est égale à 14. Donc la seule proposition de réponse dont la somme des chiffres sera égale à 14, c'est la B. On y va par tâtonnement. Alors, typiquement, sur ces logiques, c'est de l'entraînement. Parce qu'il y a tellement de possibilités, de manières de pouvoir répondre, de pièges. Et ceux qui font les sous-tests ont tellement ont une imagination débordante qu'il faut en faire vraiment beaucoup. Ah ben là, on revient sur le premier sous-test. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il faut beaucoup, beaucoup lire. Lire la presse. Alors, aussi, si vous tombez sur des textes dont vous ne maîtrisez absolument pas le sujet, bah dites-vous que c'est du pain béni pour vous, puisque vous ne serez pas amené à mettre votre grain de sel et à vouloir interférer dans les décisions prises dans l'auteur. Ce qui est très important, c'est de respecter la position de l'auteur par rapport à un sujet. Donc ça serait plus embêtant si vous tombiez sur des textes dont vous maîtrisez les sujets et qu'en plus vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur, parce que vous auriez envie dans les réponses, même inconsciemment, de mettre votre grain de sel. On a une petite, Stéphanie, on a une petite question de Maxime à nouveau. Merci beaucoup Maxime. Un conseil de planning pour le tâche 2 avec plus ou moins 45 jours de révision. Bon, alors je serai à peu près sur le tâche mage. Bon, là, on est tous différents, d'autant plus que pour certains, vous allez être en période de partiel. Moi, j'irai 15 jours à fond minimum sur justement le fond, me remettre à niveau en mathématiques, revoir des points d'orthographe, peut-être faire des petites dictées ou autres. C'est sûr que sur ceux qui ont vraiment des lacunes en orthographe, là, il va falloir vraiment s'y mettre beaucoup et très régulièrement. C'est pour ça que peut-être, comme on se rapproche, plus on va se rapprocher de l'échéance du concours, plus vous allez pouvoir, je dirais, gagner des points sur les sous-tests mathématiques. Parce que c'est un travail quand même qui peut, même si on est moins doué en maths, c'est un travail qui portera beaucoup plus ses fruits que si vous devez revoir toutes les règles d'orthographe et de grammaire à cette période de l'année. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire, hein. Donc c'est un cumul. Mais je pense qu'à cette période de l'année, vous pouvez progresser plus sur les sous-tests mathématiques pour ceux qui pensent avoir des lacunes dans ces domaines-là. Donc on révise tout. Donc une bonne quinzaine de jours sur le fond, en faisant ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous reprenez les exercices, notamment en mathématiques, et vous les travaillez de façon, je fais mes calculs à la main, et j'essaie de trouver la solution. Et je regarde si c'est la solution, sans tenir compte des propositions de réponse. Au bout de 15 jours, donc, faire des sous-tests. Par exemple, 1 heure, 3 sous-tests de calcul ou 3 sous-tests de logique. Je mets de côté les réponses que je sais traiter. Par exemple, j'ai bien bossé mes vitesses, donc je réponds juste, ça je peux le mettre de côté. Par contre, j'ai des lacunes sur les pourcentages ou autres, ben, je repars sur le fond. Je refais mes exercices, je retravaille ce point. On est un petit peu dans
dans la logique de la roue de Deming, là, de l'amélioration continue. Donc on s'améliore en permanence un petit peu tous les jours. Ce qui est très important, c'est qu'au minimum 15 jours avant le concours, vous fassiez au moins chez vous un tâche de blanc ou un tâche mâche blanc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous mettre les 6 sous-tests d'affilée et que vous allez faire ça en 1h55 ou 2 heures. Mais ça veut dire surtout qu'il va falloir que vous vous isoliez pendant 2 heures. Et ça veut dire surtout, je ne regarde pas mon téléphone portable pendant 2 heures. Je ne me laisse perturber par rien pendant 2 heures. Et pourquoi c'est important? Un, parce qu'on n'a plus l'habitude maintenant d'être déconnecté pendant 2 heures. C'est très difficile. Mais aussi parce que votre cerveau il va devoir enchaîner les différentes dimensions. Donc si on reprend le tâche-mâche par exemple, vous allez partir d'un test de compréhension, un sous-test de calcul, le sous-test de raisonnement, les conditions minimales, l'expression et la logique. Donc chaque fois vous changez de dimension et chaque fois c'est pas les mêmes zones de votre cerveau qui vont être amenés à travailler. Donc très important, 15 jours avant, vous faites au moins un tâche-mâche blanc ou un tâche de blanc en condition, c'est-à-dire je m'isole. Donc si vous êtes chez vous avec vos parents, vous barricadez la porte de votre chambre, mais surtout, sans téléphone portable pendant 2 heures. On passe au raisonnement? Alors le raisonnement, là aussi, très ingrat au niveau des réponses, puisque là aussi, vous n'aurez jamais la réponse qui vous satisfait le plus. Donc, on va vers l'affirmation qui soutient le moins la conclusion. Alors ici, on était sur l'affirmation qui soutient le moins la conclusion. Ne prenez pas ça comme argent comptant. On aurait pu tout à fait vous demander quelle affirmation soutient le plus la conclusion. Donc c'est pas parce que vous voyez sur cet écran-là qui a soutien le moins que le jour du tâche, vous n'aurez pas une question avec soutien le plus. Donc on lit bien les consignes et on est assidu par rapport à ça. Alors c'est vrai que faire ça sur un écran, le tâche-mâche, on reste sur un format papier. C'est très difficile de faire ça sur un écran, hein, ça complique encore un petit peu les choses. Donc là, on est sur du raisonnement plutôt inductif. Il faut respecter là aussi ce qu'a voulu dire l'auteur. Hein. Donc en l'occurrence ici, c'est la réponse A. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne serez jamais satisfait à 100% de votre réponse. Alors, pour tous les sous-tests de compréhension, moins pour l'expression, mais compréhension et raisonnement, surtout ces sous-tests où il y a des petits textes, ne vous évertuez pas, ne vous fatiguez pas à les refaire. Vous ne tomberez jamais sur les mêmes textes. Par contre, en raisonnement, dès qu'on va être sous des sous-tests de placement, de jour du calendrier ou autre, ceux-là, il faut les refaire parce que ceux-là, ils ont une logique plus mathématique. Donc, ils sont récurrents et c'est toujours à peu près la même façon de répondre. Donc, bien revoir ces règles d'orthographe. Alors ça, c'est pour l'expression. Ces règles de grammaire. Donc, si vous avez encore chez vous des Becherel, des petits livres rouges de grammaire et d'orthographe, il faut les ressortir, c'est maintenant. D'ailleurs, j'en profiterai tout à l'heure, c'était écrit pour les sous-tests d'anglais. Souvent en anglais, vous êtes fluent, donc parce que vous regardez des séries ou autres, donc vous arrivez à parler, vous avez pas mal de vocabulaire. Mais j'insisterai aussi sur le fait de reprendre la grammaire anglaise dans les règles de l'art, puisque c'est comme en français, on ne parle pas dans les règles de l'art. Et donc là, vous pourriez marquer des points. Je répète qu'on est dans une logique de concours, donc tous les points marqués, ils peuvent vous être bénéfiques à la fin, la fameuse barre d'admissibilité. On passe du coup à la synonymie. Alors, la synonymie. Exactement. Voilà. Donc, il faut trouver des synonymes. Donc là, en l'occurrence, on vous donne une locution aussi. À quelque chose, malheur est bon. Je répète aussi que vous ne trouverez jamais la réponse qui vous correspond à 100%.
En l'occurrence, ici, la bonne réponse, donc définie par la FNEJ, est celle que retiendra l'ordinateur qui aurait corrigé votre grille de réponse si vous étiez tombé sur cette question. Ça sera la E. Donc plus vous connaîtrez de proverbes, plus vous connaîtrez de locutions, plus vous connaîtrez de vocabulaire, plus vous connaîtrez d'orthographe particulière ou autre, mieux ça sera. Alors là, très important, pas parce que vous allez retomber sur ces propositions de réponse, donc quelle est la seule phrase correctement écrite? Ça pourrait être quelle est la seule phrase qui n'est pas correctement écrite. Et là où il faut faire attention, j'ai relu la question tout à l'heure, c'est même aux éléments de ponctuation, aux virgules. Faites attention aussi, souvent il y en a qui ne savent plus mettre les accents. Donc souvent quand on ne sait pas mettre les accents quand on écrit, on met une espèce de truc horizontal dans un sens ou dans l'autre. Donc revoyez vos accents, revoyez votre ponctuation. Est-ce qu'il faut une majuscule après 2 points? Est-ce qu'il faut une majuscule après un point virgule? Ça peut être des petits pièges qui font que, par exemple ici, on peut hésiter entre la réponse A et la réponse E. Mais la virgule qui correspond le mieux, ou quoi, la ponctuation qui correspond le mieux, c'est la A. Donc, l'ordinateur retiendra la réponse A. Et enfin, un dernier exemple avec la cohérence. Alors, la cohérence, vous voyez, c'est des petits textes à trous. Alors, depuis 2 ans, là, même si ce n'est pas écrit, les tests de Tâche-Mage reprennent le paratexte des tests de Tâche 2 avec des questions qui vont se suivre et qui vont être dépendantes les unes des autres. Donc, vous allez avoir 3 questions. Un petit peu ce qu'on retrouve sur le paratexte pour le tâche 2. 3 questions qui sont dépendantes les unes des autres et il faut retrouver la globalité du paragraphe. Donc là, je n'ai pas révisé la question. En plus, je n'ai pas mis mes lunettes. Et donc, c'est la réponse E. Il faut trouver une cohérence et respecter donc la cohérence sémantique au niveau du sens du texte, mais aussi la cohérence donc grammaticale. Et donc la formule la plus française, celle qui correspond plus à un bon usage de la langue française, c'est la réponse E. Je crois qu'on a fini pour les exemples. C'était le dernier exemple. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez une ou 2 questions, on a encore un petit peu de temps pour les prendre. Mathieu, peut-être un... Oui, alors il y avait une question qui arrivait pendant que Stéphanie faisait ses exemples, qui est pour toi Stéphanie. Est-ce qu'il y a des conseils bibliographiques de révision? Alors, les conseils bibliographiques, donc il y a des ouvrages qui font référence. Vous avez aussi pas mal maintenant de préparation en ligne. Tout ce qui est officiel pour le Tâche-Mage, ça reste ce que vous trouvez sur la FNEJ, puisque c'est eux qui éditent les tests tous les ans et à qui appartient ce test. Donc moi, ce que je vous conseillerais, voilà, c'est de regarder en priorité ce qui est fait pour la FNEJ. Vous pouvez travailler tout seul. Il y en a qui arrivent très bien, hein, très bien tout seul. Vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez réviser à plusieurs. On est tous différents vraiment par rapport à ce sous-test et on est tous différents par rapport à nos compétences de base, à nos connaissances. C'est pour ça qu'aussi, au niveau des scores, ils sont répartis par dimension, puisque par exemple, les écoles d'ingénieurs vont pondérer davantage les sous-tests mathématiques que les sous-tests à dominante linguistique. Merci beaucoup. Du coup, comme évoqué au début de ce live, on va vous donner rendez-vous très prochainement et environ toutes les semaines pour suivre nos meet-up. Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur l'alternance actuellement. Vous inquiétez pas, on va vous y répondre par mail, mais vous pouvez aussi assister à la présentation mercredi prochain du programme Grande École par sa directrice Anne Rivière ou bien au live le 30 mars. Vous aurez aussi également une semaine où nous allons rediffuser des lives du lundi au vendredi et des soirées portes ouvertes sur notre campus toulousain, mais également à Paris
Et dernièrement, nous allons aussi proposer, cette fois-ci, ce seront des étudiants du programme Grande École à notre place pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et enfin, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le programme Grande École, à nous contacter directement sur l'adresse mail qui s'affiche. Mathieu, peut-être un dernier mot avant de conclure. Non, pas spécialement, mais merci beaucoup Thibaut pour l'animation et merci beaucoup Stéphanie pour tous ces éclairages sur le test. J'ai quelque chose à rajouter en fait. Vas-y, je t'en prie. Donc, vous avez fini vos révisions, donc vous allez donner tout ce que vous pouvez le jour de l'épreuve. Le dernier conseil que j'aurai à vous donner, donc quand le sous-test va se présenter sous vos yeux, c'est là où il faut être bien préparé physiquement, hein, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par les autres personnes qui pourraient être dans la salle à côté de vous, puisque vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous qui va répondre à tout, mais qui aura tout faux, hein. Par contre, dans vos révisions, essayez quand même de répondre, idéalement, ça serait bien de répondre à plus de 8 questions par sous-test, hein, parce que si vous en éliminez trop, vous ne marquerez pas beaucoup de points. Mais surtout, le jour de l'épreuve, vous vous mettez dans votre bulle, vous allez donner tout ce que vous pouvez, donc on ne se laisse pas perturber par le voisin qui répond à toutes les questions. Très important ça aussi, le jour de l'épreuve. Merci beaucoup Stéphanie pour ce dernier conseil. J'en profite pour vous remercier tous les deux pour tous vos conseils et toute l'aide que vous avez pu apporter à nos futurs étudiants. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous peut-être pour les oraux à Toulouse et peut-être aussi mercredi prochain pour notre prochain meet-up sur la présentation du programme Grande École. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Très bonne soirée, Merci, à bientôt. À bientôt, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.